En 2002, l'armée américaine a organisé un gigantesque exercice qui lui a coûté plus de 250 millions de dollars. L'objectif était de simuler une guerre entre l'armée américaine et ce qui ressemble grandement à l'armée iranienne. Pour l'idée des forces rouges, les Américains ont demandé à une légende de l'armée américaine, un général du corps des Marines à la retraite depuis près de 5 ans, décoré de 2 Silver Stars au Vietnam, également vétéran de la première guerre du Golfe, d'incarner le chef de l'armée rouge. Les résultats ne se sont pas fait attendre et après 2 jours de conflits simulés, les rouges ont attaqué, ont coulé 19 navires de l'armée américaine à tel point que le chef de l'exercice a décidé de mettre l'exercice sur pause, de régénérer les bateaux bleus qui avaient été coulés, tous les 19, et de donner des contraintes tactiques aux rouges afin de s'assurer que le résultat ne soit pas trop gênant d'un point de vue politique, car cet exercice avait été commandé par le Congrès. Réfléchir à la place de l'adversaire, c'est ce qu'on appelle le Red Team Thinking. Vous me l'avez demandé sur cette chaîne, on aime bien vous faire voter. Aujourd'hui, c'est un exercice que nous allons faire où je vais incarner le chef des rouges et je vais vous proposer 3 options, car c'est ce que l'on fait dans l'armée. Nous sommes formés à proposer des options aux décideurs. L'option frappe préventive, l'option guerre d'usure et l'option guerre infinie qui, je pense, comme moi, vous ne souhaitez absolument pas voir dans la vraie vie. Alors, très concrètement, si demain, les tensions continuent d'escalader, et là nous sommes dimanche 22 février dans la nuit, d'après un journal américain, les Américains auraient donné une sorte d'ultimatum au chef politique iranien pour qu'il quitte le pays sous peine d'attaque, et bien en fait on se retrouve exactement dans le cadre de notre simulation et vous allez voir ce qui pourrait se passer. Jingle. Alors juste avant qu'on attaque, quand même, c'est important de le dire, il ne faut pas oublier que forcément des négociations sont possibles. Et en tant qu'ancien militaire ayant connu le combat, je peux vous dire que généralement, les militaires qui ont été à la guerre, ils préfèrent la paix. Juste avant d'attaquer, il est important de poser un petit peu les bases. On va poser un postulat pour notre travail. En 1, c'est que les États-Unis ne veulent pas de boots on the ground. Il n'y aura pas d'invasion sol de la part des États-Unis, ce qui va beaucoup les contraindre d'un point de vue tactique et aider les Iraniens. Ensuite, on s'attend à ce que la campagne contre l'Iran soit aéro-hybride, d'un point de vue commercial, ce qui existe déjà depuis un bout de temps, c'est un point de vue informatique, mais également informationnel et aérien. Ensuite, on s'attend à ce que la force principale, leur atout principal aux Iraniens, en fait, c'est le corps des gardiens de la Révolution dont on va reparler. On sait également qu'il y a des proxys, même si ça fait maintenant plusieurs années, il y a eu un travail ciblé de la part des Américains, de la part des Israéliens, pour affaiblir les proxys de l'Iran. On n'oublie pas également dans l'équation la Russie et la Chine. D'ailleurs, il y a certains navires qui sont dans le coin, mais d'un point de vue militaire, on peut dire que le risque d'une escalade avec la Russie et la Chine n'est pas négligeable, mais pas loin. Ensuite, à garder en tête, nous sommes sur YouTube, on travaille en source ouverte et j'étais lieutenant de vaisseau, j'étais capitaine, je n'étais pas général, donc je ne me fais pas passer pour ce que je ne suis pas. Très important à garder en tête, j'ai une vision biaisée par ma formation, par mon expérience au combat, qui est une vision extrêmement pratico-pratique à l'échelle de quelques dizaines d'hommes, centaines d'hommes, milliers grand maximum. Donc tactique, non pas stratégique. Donc là, on est à la limite de mes compétences, mais si j'étais capitaine dans cette armée, voilà exactement ce que je souhaiterais. Allez, option numéro 1, les frappes préventives. Les Iraniens ont des speedboats, je les ai vus de près, c'est vraiment pas agréable quand ils se rapprochent de votre navire. Ils ont également maintenant des drones Shahed, ils ont de multiples drones. En 2016 déjà, je vous en ai parlé, j'en ai intercepté. Ils ont également cette capacité à gêner Hormuz, à fermer Hormuz. Et là, d'un point de vue préventif, il y a 2 manières de faire. Vous avez la manière discrète, avec par exemple des attaques suicides de nuit non revendiquées, qui laissent planer l'incertitude, qui est bien dans une notion de guerre hybride, qui vient gêner sans pour autant faire escalader trop rapidement. Ou sinon, vous avez l'option massive avec des salves
de missiles sur les bases américaines. Je vous rappelle que les Chinois ont publié et donnent des images. On voit toutes ces concentrations américaines d'avions. C'est très dangereux d'un point de vue défensif. Rappelez-vous, en Afghanistan, il y avait Camp Bastion qui a été attaqué par les talibans. Ils ont perdu 6 arrières les Américains au sol. Donc on pourrait avoir une attaque surprise de drones faits par des Iraniens ou des proxys contre des bases américaines, contre les Américains. D'un point de vue cyber, les Iraniens ont déjà montré qu'ils avaient des compétences, mais pourraient également être renforcés par leurs alliés, même s'il y a une prise de risque. Donc frappe préventive, soit un côté un petit peu hybride, sous le seuil pour vraiment gêner, ça ressemblerait presque à de l'attaque terroriste versus quelque chose de beaucoup plus puissant. Le problème c'est quoi? C'est qu'il y aurait probablement, vu le nombre d'atouts et l'infiltration des Américains et de leurs alliés dans la zone, une détection des préparations. On pourrait également avoir une isolation et un consensus international de la part de toutes les nations contre l'Iran, ce qui amènerait probablement à une intervention, peut-être même dans un cadre assez large, et une chute du régime. On peut également avoir les alliés, donc la Russie, la Chine, qui sont mécontents à cause de cette hausse-là des tensions. Je vous rappelle que ces pays-là récupèrent du pétrole du côté de l'Iran. Ce qu'ils ont pour eux dans ce plan-là, c'est l'effet de surprise et le chaos international que cela créerait. Donc il ne faut pas le sous-estimer. Je vous ai parlé de l'exercice en 2002 qu'a fait le général américain qui était chef des Rouges. On lui a donné un ultimatum de 24 heures. Il a attaqué le premier. Point très important que disait le général, c'est qu'il ne faut pas croire quand on est commandant d'une troupe, d'une flotte, eh bien, que l'adversaire va faire ce qu'on attend de lui. Les Américains, ces dernières semaines, ont amassé des troupes. On le sait grâce à Flight Radar, grâce à l'OSINT, grâce au monde maintenant où les communications vont beaucoup plus vite. Là où avant c'était du SecOps, c'était très difficile d'avoir ce genre d'informations, on en a déjà parlé sur cette chaîne. Ça plus des images satellitaires, il y aurait possibilité pour les Iraniens de tenter une frappe saturante. Si vous voulez mon avis personnel, elle risque d'être pas mal interceptée et surtout elle va être détectée en amont. Si j'étais iranien, j'aurais anticipé tout ça, mis en place des cellules dormantes avec des drones pour faire en fait l'opération Spiderweb. Imaginez si demain matin on se réveille et qu'on apprend que tous les AWACS américains là, qui sont basés sur la base en Arabie Saoudite ont été touchés. J'ai envie de dire, c'est pas échec et mat, mais le roi a tellement saigné que le mythe s'effondre. Et là, il y a pas mal d'alliés qui pourraient avoir intérêt à aider tout ça. Problématique, détection des préparations, coordination, guerre de l'ombre. Je vous renvoie vers, on est sur YouTube open source, on ne sait pas, on n'a pas à savoir. Point important et dont nous avions déjà parlé, regardez la carte des déploiements maritimes américains à l'heure actuelle. Il n'y a pas grand monde dans le Golfe. Vous allez avoir du monde au large d'Israël, qui peut ainsi bénéficier des capacités antimissiles de la flotte. Vous allez avoir l'autre groupe aéronaval à plusieurs centaines de kilomètres au large d'Oman. Mais tout ce petit monde est intelligemment disposé pour éviter des attaques surprises de bateaux légers. Et croyez-moi, en temps normal, il y a beaucoup plus de monde dans le Golfe. Et être entouré de petits bateaux légers ou de bateaux de pêcheurs est chose commune dans cette région du monde. Option numéro 2, la guerre d'usure. Un petit peu comme la guerre des 12 jours que l'on a vu l'année dernière, il va falloir absorber et contre-frapper, contre-attaquer. Donc dans la première phase, il va falloir attendre, encaisser le coup, encaisser les milliers d'attaques, les milliers de bombes, réussir à se disperser, à s'être dispersé en amont. Et phase 2, la réponse, sortir les lanceurs, ouvrir le feu, tirer sur Israël, sur des bases US, sur des proxys, sur les nations autour. Le danger de ça, qui est quelque chose d'assez classique qu'on a vu l'année dernière, le danger, ça serait si la décapitation d'un point de vue commandement et du régime fonctionne, auquel cas derrière, il n'y a plus rien qui marche. Le danger également, c'est l'infiltration israélienne qu'on a vu très présente en 2025. Et l'autre danger, c'est quelle est quel est l'entraînement de l'armée, la force morale de l'armée et de la population, son envie / sa résilience face à cette phase de bombardement. Ça, c'est un gros point. Je pense que c'est pas forcément la meilleure stratégie que de refaire comme en 2025 si vous êtes iranien. Pourquoi? Parce que ça dépend trop du centre, du noyau de commandement, et en cas de décapitation, c'est très compliqué de continuer à se battre. Par contre, derrière, si ça continue dans la durée, il y a moyen de fatiguer l'adversaire grâce à l'asymétrie de moyens. Les Américains, dans un cas comme ça, les Israéliens qui risquent de travailler avec eux, vont devoir faire ce qu'on appelle du SCAR, donc être en permanence au-dessus du territoire, à chercher des lanceurs, et dès qu'un lanceur sort, essayer de le taper avant qu'il ait le temps d'ouvrir le feu.
Donc il faut énormément de moyens, ce qui coûte très cher, ce qui épuise le personnel, ce qui épuise le matériel. Là où vous pouvez attendre tranquillement dans vos collines derrière, et puis une fois par semaine, vous tentez de sortir un lanceur, de tirer un missile, même s'il est un peu, s'il part pas forcément vers une super cible, et vous re-rentrez. Mais en faisant ça, vous forcez une posture défensive qui a un coût énorme en face. Donc là, il y a vraiment une équation durée-fatigue qui se joue, mais tout dépend de votre capacité à tenir face à la phase initiale, et pour ça, il faut beaucoup de redondance. Et je vous rappelle qu'ils ont déjà beaucoup été affaiblis l'année dernière. Ça, c'était la guerre plus classique d'usure. On arrive maintenant vers, je pense, le pire des scénarios. La guerre infinie, si vous suivez cette chaîne, vous savez qu'on parle souvent de jeu fini versus jeu infini. C'est vrai dans le business, c'est vrai également à la guerre. Ça a été remis au goût du jour par Simon Sinek, mais à la base c'est un chercheur français qui a intellectualisé ce concept dans les années 80. Quand vous jouez à un jeu, soit vous jouez pour continuer à jouer, soit vous jouez pour essayer de gagner à un moment donné. Et donc là, on a vraiment deux business models, si vous souhaitez, de cultures différentes entre les armées type démocratique occidentale et des territoires plus autocratiques. Or, ce que l'histoire nous montre, eh bien, c'est que c'est plutôt les autocraties qui gagnent. Quand vous jouez en jeu infini, Vietnam, Afghanistan, eh bien, vous avez plutôt tendance à gagner, et des pays qui viennent avec des élections tous les 5 à 7 ans ont des contraintes, doivent rendre compte à leur population et ont généralement tendance à perdre dans ces guerres infinies. Vous avez des minamina comme la Libye où on peut arriver, décapiter et après on voit ce que ça donne. Donc la guerre infinie, ça serait quoi? Je vous rappelle que récemment, les gardiens de la Révolution ont été passés comme groupe terroriste, y compris par l'Union européenne. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans ce cas-là, ils disent « Ok, on est des terroristes, fight zone, c'est parti, on va se battre comme des terroristes. » Mais là, ce n'est pas 10 personnes qui peuvent vous attaquer au Bataclan, c'est des dizaines de milliers, voire des plus que ça, qui pourraient fonctionner. Là, secret de cette méthode-là, c'est de changer la structuration. Vous passez sur un commandement décentralisé, vous créez des petites cellules de 5 à 20 personnes, vous avez des ordres qui leur sont donnés avant le début des opérations à moyen terme et long terme, un commander intent, comme on dit dans l'armée, un état final recherché, et après derrière il n'y a pas de cellule de commandement fixe. Et là c'est une horreur, c'est pour faire simple, en gros ce que font les cellules terroristes depuis 30 ans et ça marche très bien. Leur état final recherché serait d'avoir forcé pour leurs adversaires un coût trop élevé et également de les entraîner dans une guerre sans fin. Rappelez-vous la fameuse guerre contre la terreur après 2001, ça a duré un paquet d'années. Et au final, les talibans sont de retour chez eux, pour info. Donc en termes de cible, et c'est là où c'est difficile pour le camp d'en face, ils peuvent cibler les États du Golfe, les alliés, faire des attaques terroristes, ils peuvent taper des navires, ils peuvent taper des avions, les bases américaines, bref, toute cible est légitime pour eux, toute cible est bonne à prendre car toute cible sert leur cause. Même juste le fait de tirer permet de faire parler de leur cause, même si le missile n'atteint pas l'objectif. Par contre, ça force le camp d'en face à une posture défensive monstrueuse. Quand je dis monstrueuse, c'est monstrueuse, puisqu'il y a également des communautés à l'étranger. Et là maintenant, vous pouvez être attaqué dans votre pays, comme dans n'importe quel autre pays du monde, par des ressortissants ou par des personnes du groupe terroriste. Et en fait, vous internationalisez instantanément le conflit, même si c'est qu'une attaque tous les 6 mois. Ça vient servir ce narratif-là. Et donc là, on est face à un énorme poids d'un point de vue dissuasion, d'un point de vue négociation pour ce concept qui viserait à faire « Ok, on va faire du terrorisme presque international avec nos gardiens de la Révolution puisqu'on est des terroristes ». Le coût par contre est énorme d'un point de vue politique, d'un point de vue également motivation. Il faut avoir les troupes qui aient envie. Et donc là, il y a pour ça que je vous dis que leur force principale, c'est les gardiens de la Révolution, où c'est très lié aux politiques et aux religieux. Ensuite, derrière, la transition vers un modèle plutôt classique d'armée vers ça serait quelque chose de visible. Donc les services de renseignement américains seraient au courant. La cohésion des cellules serait très dure à maintenir. Il y aurait forcément, on l'a vu en Irak, des tensions entre les différentes cellules. Ce qui nous amène à nous questionner sur la durée de la résilience de ce type de concept et également sur le passage en guerre civile. On a vu qu'il n'y aurait pas d'invasion américaine, no boots on the ground, on est sur un pays qui fait 3 fois la taille de l'Irak, ça serait vraiment pas une bonne idée, même si c'est plutôt concentré dans certaines villes, mais c'est un territoire gigantesque. Vous avez un risque de guerre civile car pour aller les chercher, ces groupes, ces cellules dormantes, à un moment c'est soit l'armée régulière qui a changé de régime, qui essaie de faire la chasse, bref vous avez vu,
Ça va être une horreur. D'un point de vue avantage pour les Iraniens, eh bien, c'est cette notion de dissuasion. S'ils commencent à appeler tous les pays du Golfe en leur disant voilà exactement ce qu'on va faire, une fois par semaine, il y aura 2 ou 3 missiles qui viendront viser vos populations, qui viendront viser vos bateaux, qui viendront vous gêner, qui viendront tirer vos avions, Emirates, Etihad, tout ça dans la zone. On allume le radar, on envoie 2 missiles contre un avion de ligne qui passe au loin. Ça va poser des soucis. Ça va poser des soucis et ça va dissuader, ça va les amener à faire pression sur les Américains. Donc c'est vraiment cette pression sur les alliés américains, que ce soit d'un point de vue zone, d'un point de vue immigration, avec ce terrorisme qui peut vraiment amener les alliés à se dire aux Américains, allez, retour aux bases, back to basics, ça ne serait clairement pas une situation d'avenir. On sort de 25 ans de guerre contre le terrorisme, il ne faut peut-être pas remettre un euro dans la pièce. Donc voilà les 3 grands cas, l'attaque préventive, basse intensité, un peu hybride, ou alors on va sur une attaque plus massive. La guerre d'usure, comme on a vu un petit peu l'année dernière, qui s'était arrêtée assez rapidement au bout de 12 jours, mais sur une durée plus longue, ou alors une transformation en guerre infinie, en fait, en terrorisme. Le pire cas pour les Américains, et je suis sûr qu'ils y ont pensé, c'est du 1 qui après se transforme en 2, qui après termine en 3. Et là, on est parti pour un sacré bout de temps et pour tous être impactés, même en France. Concrètement, ça veut dire quoi? Les Iraniens qui feraient une frappe préventive pour justement faire une sorte de barreau d'honneur avant de s'enterrer et d'essayer d'encaisser les coups autant que possible, et qui auraient anticipé que peut-être ils se feraient décaler d'un point de vue C2, auraient donné des ordres pour que les plus indoctrinés, les plus volontaires du groupe des gardiens de la Révolution poursuivent le combat pendant des années. Je vous rappelle que les Houthis, le Hezbollah, qui sont des proxys de l'Iran, ont acquis une très forte compétence dans ce type de combat, et que dans les régions du Golfe, les Américains avaient eu des pertes au niveau des navires à cause d'attaques terroristes. Voilà grosso modo à quoi doit ressembler l'idée globale des briefings qui sont donnés aux décideurs américains, à leurs alliés également. Si je devrais mettre un score, je pense qu'on est entre 70 et 80% de la vérité, ce qui est très bien quand même, je pense, avec l'open source, et puis on verra bien la suite. S'il y a une seule chose de sûr au combat, eh bien, c'est que tout peut changer tout le temps et que personne n'a de boule de cristal. L'idée, c'est d'essayer de se préparer l'esprit, de comprendre l'idée macro pour après mieux comprendre en temps réel, ne pas partir de rien. Et c'est là où c'est extrêmement important de faire de la réflexion contre soi-même, du red team thinking. Et on le retrouve dans la sécurité. Si vous prenez l'aviation de ligne, on a le threat error management. Avant de décoller, en gros, on pose le crayon et on se dit, tiens, sur quoi on pourrait se faire avoir aujourd'hui? Le but, en fait, c'est de passer d'un mode réactif à un mode proactif. Chez EDF ou dans beaucoup d'entreprises de sécurité, on parle de minutes d'arrêt. On intervient souvent dans les joints de sécurité justement pour faire un parallèle entre les méthodes de l'aviation et les méthodes de l'industrie, parce qu'on s'est rendu compte que tout fonctionne. Mais ce qui est vrai pour la sécurité est vrai également pour la tactique et pour la réflexion. Il faut s'échauffer le cerveau de manière à limiter l'effet de sidération, à mieux comprendre ce qui se passe et surtout se rappeler qu'on a des biais, qu'on n'a qu'une vision partielle de la situation et donc il peut très bien y avoir d'autres choses qui se passent. Maintenant, j'espère avoir réussi à vous transférer une base de réflexion assez solide qui vous permet d'y voir un petit peu plus clair. Et oui, l'Iran a quand même des bons atouts de son côté. Son atout principal, c'est ses fameux gardiens de la Révolution et également sa géographie qui peut lui permettre de se cacher, d'attaquer. Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont aucun avantage à sortir tout le matériel comme on a pu le voir pendant la première guerre du Golfe pour se faire aligner par l'armée aérienne américaine dans le désert. Ça va plutôt être se cacher, s'enterrer. Et ils ont des exemples chez leurs voisins qui ont montré que quand on passe en mode guerre infinie, on peut gagner. Je vous dis à très vite sur la chaîne. On a d'autres vidéos prévues cette semaine. On rentre en France également. Là, je rattaque les conférences la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez une question spécifique, écrivez-moi sur le LinkedIn Atéchoué. C'est là où je réponds le mieux et le plus rapidement. Même si, j'avoue, je priorise en ce moment le travail du fond et puis la relecture de notre livre qui est maintenant disponible en précommande avec également notre petite gamme Posez pas cassé. On vous met les liens juste en dessous. Merci, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. À très vite et fly safe.